Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. C'était censé être, du moins, l'espérais-je, un week-end placé sous le signe de la tranquillité. Poirot et moi avions été invités au Redcliffe Club, un charmant refuge à la campagne, réputé pour ses somptueux thés de l'après-midi et sa remarquable collection d'œuvres d'art. Après plusieurs enquêtes éreintantes, j'aspirais à une véritable parenthèse de repos. Quelques promenades tranquilles dans la roseraie, peut-être une partie paresseuse de billard, et la certitude réconfortante qu'aucun cadavre ne viendrait troubler mon horizon immédiat. Poirot, cependant, abordait ce genre de week-end avec la suspicion méticuleuse d'un homme convaincu que le crime rôde derrière chaque poignée de porte bien astiquée. Dès notre entrée dans le grand hall, ses yeux vifs scrutèrent les lieux, remarquant, j'en étais sûr, l'angle étrange d'un abat-jour ou la trace à peine visible d'une empreinte sur le tapis persan. « Mon ami », murmura Poirot en croisant les mains dans le dos, « observez les portraits. Chacun est une étude de la tromperie. » Je levai les yeux vers les rangées de Redcliffe au regard sévère qui nous toisaient depuis leur cadre doré. Pour moi, ce n'étaient que de vieux portraits de famille. Pour Poirot, ils étaient des témoins silencieux, dissimulant secrets et scandales sous chaque coup de pinceau. Nous fûmes accueillis par Eleanor Redcliffe, une jeune femme gracieuse, empreinte d'une politesse nerveuse, comme si elle craignait que les murs eux-mêmes ne murmurent de quelques vérités dérangeantes. Poirot s'inclina sur sa main, sa moustache frémissant d'intérêt. Malgré mes espoirs de calme, je sentis aussitôt que le Redcliffe Club n'était pas un simple havre de paix. Il flottait dans l'air une tension, une impression que le passé n'avait pas dit son dernier mot au présent. « Un week-end paisible, Hastings ?» sourit Poirot avec malice. « Nous verrons bien. » Le salon était dressé pour le thé, tasses délicates, scones imposants et une profusion de gâteaux à faire succomber même l'invité le plus modéré. J'étais en pleine dégustation d'un excellent sandwich au concombre lorsque le premier cri retentit. Au feu, le mot semblait absurde dans un cadre aussi civilisé. Et pourtant, il était bien réel. Une lueur orangée se reflétait dans la vitrine. Je me retournai et vis, stupéfait, le grand portrait au-dessus de la cheminée en flammes. C'était un tableau remarquable. Lady Margaret Redcliffe, resplendissante dans sa robe de soie, et ses perles, le regard fier et assuré. À présent, ses jupes peintes se recroquevillaient et noircissaient, les flammes léchant voracement la toile. Les invités reculèrent précipitamment devant la chaleur. Des assiettes chutèrent dans un fracas. Poirot resta assis, observant calmement la manière étrange dont le feu se propageait, non pas de façon chaotique, mais presque délibérément, dévorant d'abord le visage, puis les mains ornées de bijoux, comme s'il suivait une carte invisible. « Curieux », murmura Poirot, « très curieux. » Je saisis une carafe d'eau et la jetai sur les flammes, sans grand effet. Les domestiques arrivèrent en courant, armés d'extincteurs, mais le portrait était déjà perdu. L'image autrefois glorieuse n'était plus qu'un amas de cendres et de peintures fondues. Poirot se leva, épousseta quelques miettes sur sa manche,
puis se pencha sur le cadre calciné, fronçant le nez face à une odeur étrange. « Ce n'est pas simplement de la toile et de la peinture, mon ami, » dit-il doucement. « On a ajouté quelque chose pour attiser les flammes. » Ce n'est qu'à cet instant que le silence revint dans la pièce, assez pour que j'entende les chuchotements. Les invités murmuraient à propos d'une malédiction, de fantômes venus réclamer vengeance. Je balayais ces idées d'un revers de main. Mais Poirot, les yeux verts brillants, semblait plus intrigué qu'inquiet. Ce ne fut que plus tard, une fois le calme revenu, que j'appris le détail le plus troublant. Plusieurs invités, y compris notre hôtesse, Mademoiselle Éléanore, affirmèrent que, tandis que les flammes dévoraient le portrait, ils virent, fugitivement, un visage apparaître dans le feu. Pas celui, serein, de Lady Margaret. Non, un autre visage, plus jeune, plus anguleux, empreint de peur et de colère. Un vieux monsieur jura qu'il s'agissait du visage de Verity Lake, une femme de chambre renvoyée des années plus tôt, dans des circonstances obscures. « Baliverne !» m'écriai-je. « Les flammes vacillent, les ombres jouent des tours, on voit ce qu'on s'attend à voir. » Poirot, toutefois, ne semblait pas aussi convaincu. Il se tenait devant le portrait détruit, étudiant les motifs laissés dans la toile noircie, traçant des formes dans la suie du bout d'un doigt ganté. « Ne trouvez-vous pas curieux, Hastings, dit-il doucement, qu'un portrait brûle de manière si précise et théâtrale? D'abord le visage, puis les mains, comme un rideau qui se lève et se referme sur une scène longuement répétée. » Je frissonnais. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette affaire, comme si nous étions entrés dans une pièce déjà en cours, sans savoir encore si nous étions simples spectateurs ou suspects. Poirot redressa sa cravate. « Je pense, mon ami, qu'il est temps de parler à notre hôtesse. Cette histoire, je le crains, est loin d'être terminée. Avant même que les derniers filets de fumée ne se soient dissipés, une silhouette s'approcha de nous, une jeune femme, au visage pâle et aux yeux écarquillés, dans un état de panique à peine contenu. « Monsieur Poirot, » dit-elle, la voix tremblante, « il faut que je vous parle immédiatement, c'est au sujet du portrait. » Poirot s'inclina légèrement, penchant la tête avec une curiosité féline. « Mademoiselle, je suis tout entier à votre service. »« Ce n'était pas un accident, » dit-elle précipitamment. « C'était un avertissement. »« Un avertissement, dites-vous » fit Poirot, en haussant les sourcils. « De la part de qui, mademoiselle? Et dans quel but ?» Elle hésita, tordant un délicat mouchoir entre ses doigts. « Je ne saurais le dire précisément, mais il y a des choses à propos de ma tante, Lady Margaret, que les gens ignorent, des choses que quelqu'un veut désespérément garder enfouies. » Je poussai un soupir intérieur. Notre week-end paisible s'effilochait déjà. « Quel genre de choses ?» demandai-je, essayant de paraître encourageant. Elle jeta un regard inquiet autour d'elle, comme si les murs pouvaient trahir ses paroles. Il y avait des rumeurs, un scandale, autrefois. Ma tante n'a pas toujours été la femme digne que l'on voit sur ses portraits. On parlait d'une vie secrète. Les yeux de Poirot scintillèrent d'intérêt. Les secrets, mademoiselle, sont comme la fumée. On ne peut les retenir bien longtemps. Ils s'échappent, toujours. Les lèvres d'Éléanore tremblaient. Je croyais pouvoir tirer un trait sur tout cela. Mais quelqu'un a voulu me faire comprendre que le passé n'en a pas fini avec les Redcliffe. Je vis que Poirot était profondément intrigué, bien qu'il fît mine de s'ajuster les manchettes et de lisser sa moustache. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « vous allez tout me dire. Le moindre détail peut avoir une importance capitale. » Éléanore hésita, puis murmura presque. « Il y avait une lettre. »
Ma tante m'a toujours dit qu'elle me laisserait quelque chose d'important, quelque chose caché dans le portrait lui-même, mais personne ne l'a cru. On pensait que ce n'était que le fruit de son imagination, excentrique. Une lettre dissimulée dans le portrait, dis-je, incrédule. Voilà qui semble tout droit sorti d'un roman à 2 sous. Poirot me lança un regard accablé. Hastings, mon ami, vous vous moquez. Mais souvent, la vie imite la fiction, n'est-ce pas? Éléanore poursuivit. Je venais tout juste de commencer à examiner le tableau, pour voir si le cadre cachait un compartiment. Mais avant que je ne puisse. Il a brûlé, conclut Poirot à voix basse. Quelle coïncidence, très avantageuse pour quelqu'un, n'est-ce pas? Un frisson me parcourut l'échine. Il y avait quelque chose dans la nervosité d'Éléanore, combinée au murmure surnaturel des invités, qui donnait à toute cette affaire un caractère étrangement inquiétant. Poirot, dis-je, vous n'allez tout de même pas croire aux portraits hantés? Les fantômes, mon cher Hastings, répondit Poirot, sont bien souvent très vivants. Un instant, il demeura parfaitement immobile, les mains croisées devant lui, la tête penchée d'un air pensif. Je connaissais ses signes. Le petit homme était ferré. « Réfléchissez, mon ami, dit-il. Les éléments de cette affaire, un portrait en flammes, un secret caché à l'intérieur, un visage apparaissant là où il ne devrait pas y en avoir. Ce n'est pas seulement un mystère, c'est du théâtre. Du théâtre, répétai-je, perplexe. Mais oui, s'exclama Poirot, chaque geste, chaque indice est orchestré pour provoquer une réaction, pour effrayer, pour avertir, pour dissimuler. Ce sont là des choses, Hastings, des plus fascinantes. Éléanore leva les yeux, pleine d'espoir. Alors, vous allez m'aider. Poirot lui fit une révérence solennelle. Mademoiselle, Hercule Poirot ne résiste pas à un mystère drapé d'illusions. C'est un crime raconté à voix basse et joué dans les flammes. Qui pourrait refuser une telle invitation? Je soupirai intérieurement. Adieu, mon week-end tranquille. Poirot rayonnait. Allons, Hastings, pour résoudre cela, nous aurons besoin non seulement des petites cellules grises, mais aussi d'un certain goût pour le drame. Je savais qu'il était inutile de discuter. Poirot avait trouvé sa scène, et une fois encore, j'étais relégué au rôle de son assistant perplexe. Nous allions découvrir le secret qui avait brûlé dans le portrait de Lady Margaret, que cela nous plaise ou non. Malgré l'agitation de l'après-midi, Poirot restait impassible. Une fois les invités calmés à coups de thé fort et de commérages anodins, il s'approcha du portrait calciné, avec la précision qui lui était coutumière, sa moustache frémissant d'une curiosité toute professionnelle. « Mon ami, dit-il en m'invitant à m'approcher, observez avec moi, je vous prie. Que voyez-vous » Je m'avançai à contre-cœur, examinant les restes noircis de ce qui avait jadis été un trésor familial. Je vois une peinture ruinée, Poirot, rien de plus. Il poussa un profond soupir de déception. Hastings, vous regardez, mais vous n'observez pas. Regardez encore. Observez les bords de la toile, comme la brûlure est irrégulière. Elle commence ici, oui, et se propage vers le haut avec une curieuse précision. À présent qu'il me le montrait, je le voyais aussi. Les flammes avaient maintes suivi un chemin, comme guidé par une main invisible. Ce n'était pas un feu chaotique, mais une sorte de coup de pinceau destructeur, si l'on peut dire. Poirot se pencha, le nez dangereusement proche du bois noirci du cadre. Il inspira délicatement. « Sentez-vous cela, Hastings ?»« De la fumée et du vernis, j'imagine, » répondis-je, espérant pour une fois paraître observateur. Poirot secoua la tête. « Non, mon ami, c'est bien plus intéressant. » Il sortit de sa poche une petite fiole argentée, un dispositif qu'il appelait son
attrape-parfum d'urgence, et l'agita doucement au-dessus du cadre. Puis avec un geste triomphal, il huma à nouveau l'air. « De l'huile exotique, déclara-t-il, très rare, importée des Indes orientales, si je ne me trompe pas. » Je le dévisageais, éberlué. Et pourquoi, par tous les saints, aurait-on besoin d'huile exotique dans une paisible maison de campagne? Poirot sourit, les doigts entrelacés. « Voilà, mon cher Hastings, la question exacte que nous devons nous poser. » Poirot se redressa, ajustant ses manchettes avec une précision cérémonieuse. « Ce n'était pas un accident, Hastings ?» déclara-t-il. « Eh bien, évidemment, » répondis-je. « Un domestique distrait a peut-être laissé une bougie trop près du cadre et... » Poirot leva un doigt. « Non, non, non. Vous oubliez, les flammes ont suivi un dessein. Elles ont commencé par le visage, dévorant d'abord les yeux, puis les mains, puis le cœur. Dites-moi, mon ami, est-ce le parcours aléatoire d'un incendie? Ou bien cela évoque-t-il quelque chose de plus délibéré? » Un frisson d'inquiétude me traversa. « Vous voulez dire que c'était mise en scène? » « Exactement, » s'exclama Poirot. « C'était une représentation. Quelqu'un a voulu détruire non seulement le portrait, mais aussi l'identité qu'il représentait, et il a voulu le faire devant un public. » Je ne pus m'empêcher de frissonner. Mais pourquoi une telle mise en scène? S'ils voulaient Dumberlin se débarrasser du portrait, ils auraient non pu le faire discrètement, en pleine nuit. Poirot tapota sa tempe du bout du doigt. Parce que Hastings, la destruction du portrait n'était pas le seul objectif. C'était un message, un avertissement pour mademoiselle Éléanore, un rappel à l'intention des invités, et surtout, une diversion. Une diversion? De quoi donc? Demandai-je. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, cela, nous le découvrirons bien assez tôt. Mais retenez mes paroles, Hastings. Il ne s'agit pas simplement d'un incendie et de peinture. Il s'agit d'identité, d'héritage et de peur. Quelqu'un a passé des années à dissimuler la vérité derrière ce portrait. Et désormais, cette personne est prête à brûler la maison entière pour que ce secret reste enfoui. Il jeta un dernier regard à la toile calcinée, puis se retourna vivement sur ses talons. « Allons, mon ami, interrogeons les membres de la maisonnée. Chaque invité, chaque domestique, chaque Redcliffe a vu le feu. Mais ce qu'ils ont vu et ce que cela signifie, voilà une question à laquelle seul Hercule Poirot peut répondre. Lord Alfred Redcliffe était un homme imposant, un brin pompeux, du genre à parler comme s'il prononçait un discours devant une assemblée d'actionnaires, même lorsqu'il se contentait de demander une tasse de thé. Nous le trouvâmes installé dans le fumoir, un cigare coincé entre les doigts, l'expression oscillant entre la fanfaronnade et l'inquiétude. « Ah, Lord Alfred !» commença Poirot, en s'inclinant avec une courtoisie exagérée. « Permettez-moi de troubler votre repos. » Lord Alfred fit un geste vague de la main. Ses manières théâtrales, Poirot. Parfaitement inutiles. Le feu était malheureux, certes, mais vous ne pouvez tout de même pas croire qu'il s'agisse d'autre chose qu'un accident. La tête de Poirot s'inclina légèrement, ses sourcils se soulevant dans une parfaite symétrie. Un accident, dites-vous? C'est curieux, Lord Alfred, un accident. Et pourtant, que de coïncidences troublantes l'entourent. Des coïncidences? Lord Alfred tira une bouffée de son cigare, fuyant le regard de Poirot. Mais oui, réfléchissez, mon ami. Un portrait que certains souhaitaient préserver, et que d'autres, peut-être, désiraient voir effacé. Pures absurdités. Les bajoux de Lord Alfred tremblèrent d'indignation. Le nom de cette famille est irréprochable. Vraiment, milord? Le ton de Poirot était presque doux. Et pourtant,
Votre nièce Éléanore semble croire que ce portrait renfermait un secret, non? Un secret qui pourrait entacher le noble nom des Redcliffe? Le teint de Lord Alfred s'assombrit. Éléanore est jeune, impressionnable. Elle lit bien trop de romans à sensation, si vous voulez mon avis. Et vous, Lord Alfred? Où étiez-vous précisément au moment où le portrait a pris feu? J'étais à mon club, évidemment. Plusieurs messieurs peuvent en témoigner. Le sourire de Poirot était à peine perceptible. Naturellement. Et pourtant, un petit détail. Votre bouton de manchette, retrouvé sur le sol du salon. Poirot sortit de sa poche le bijou incriminé, qui scintilla à la lumière. La bouche de Lord Alfred s'ouvrit, puis se referma. Je l'ai sans doute laissé tomber plus tôt dans l'après-midi. Peut-être, répondit Poirot en plissant les yeux. Ou peut-être, milord, étiez-vous plus près des flammes que vous ne voulez bien l'admettre. Mademoiselle Béatrice Redcliffe nous reçut dans un petit salon encombré de reliques délaissées, coussins de soie délavés, cadres en argent terni, et un canevas à demi brodé, abandonné en plein point de croix. Elle était une femme d'angle vive, aussi bien physiquement que moralement, et chaque mot qu'elle prononçait semblait teinté d'un profond ressentiment. « J'imagine que vous venez à propos du portrait, » dit-elle avant même que Poirot ne se présente. « Je savais que cela finirait ainsi. Cette fille, Éléanore, fouille dans des affaires qu'il vaudrait mieux laisser enterrer. »« Ah, mademoiselle, » dit Poirot, en s'installant avec grâce dans un fauteuil à fleurs. « C'est souvent ainsi. Les jeunes n'ont la curiosité sans la discrétion. »« La discrétion, » renifla Béatrice. Voilà bien ce que sa mère n'a jamais eu. Lady Margaret était peut-être l'idole de la haute société, mais derrière les portes closes, elle n'était qu'une intrigante. « Vous parlez de votre sœur avec beaucoup d'affection, » fit remarquer Poirot d'un ton doux. Un sourire pincé étira les lèvres fines de Béatrice. L'affection n'a rien à voir là-dedans. Le nom des Redcliffe lui a survécu pendant des siècles, non pas grâce aux liaisons scandaleuses et aux lettres secrètes, mais malgré elles. « Lettres secrètes ?» demandai-je, flairant une brèche dans sa façade bien construite. Le regard de Béatrice glissa vers la cheminée vide. Des lettres, des rumeurs. Ma sœur avait un amant, un homme sans importance, qui se prenait pour un artiste. Elle lui a commandé son portrait, et en plus, elle y aurait dissimulé quelque chose. Dieu seul sait quoi. « Intéressant, » murmura Poirot. « Et vous, mademoiselle, où étiez-vous lorsque le feu s'est déclaré ?»« Dans la chapelle, » répondit-elle aussitôt. « Je priais pour la rédemption de cette famille. » La moustache de Poirot tressaillit. Une heure curieuse pour la prière, non. D'autant plus que le feu a commencé précisément au moment où vous étiez seul. Béatrice croisa les mains sur ses genoux, avec une dignité glaciale. Croyez ce que vous voulez, monsieur Poirot, mais si vous voulez mon avis, ce portrait était maudit depuis le jour où il a été peint. Poirot se leva et s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. Mais voyez-vous, Hercule Poirot ne croit pas aux malédictions. Il ne croit qu'aux petites cellules grises, et celles-ci me disent que ce feu a été allumé par une main tout à fait humaine. » Nous trouvâmes Julian Marsh, assis près d'une fenêtre de la bibliothèque, le regard perdu dans les jardins noyés de brume. Ses doigts tapaient nerveusement, un rythme irrégulier sur la table en acajou. Bien qu'il nous ait salués poliment, il y avait chez lui un tressaillement nerveux que Poirot, bien sûr, remarqua immédiatement. « Monsieur Marsh, » dit Poirot en prenant place avec sa précision cérémonieuse habituelle, « vous êtes un homme qui apprécie l'art, mais je me demande, appréciez-vous aussi les secrets ?» Le marchand d'art laissa échapper un petit rire. « Tous les grands tableaux contiennent des secrets, monsieur Poirot.
C'est ce qui fait leur valeur. Et le portrait de Lady Margaret, demanda Poirot en plissant les yeux. Il renfermait un secret d'une valeur toute particulière pour vous, non? Le sourire de March vacilla. Je souhaitais simplement l'acheter pour un client. Sa destruction est une perte terrible pour l'histoire. La moustache de Poirot se releva subtilement. Et pourtant, monsieur, on vous a vu rôder dans la galerie à minuit. On n'examine pas habituellement des tableaux à la lueur d'une bougie, à moins que ce ne soit autre chose que les coups de pinceau qui vous intéressent. March hésita, puis soupira. J'avais entendu des rumeurs, que le portrait de Lady Margaret dissimulait un compartiment secret, un endroit où des lettres personnelles ou des documents auraient pu être cachés. J'étais curieux. Assez curieux pour risquer d'être découvert, demandai-je. Il haussa les épaules dans un geste qui se voulait désinvolte. En vain. C'était probablement de la superstition, mais si cela s'avérait vrai, cela aurait pu rehausser la provenance du tableau. Poirot se pencha légèrement, son regard brillant. Où la ruiner? Que voulez-vous dire? Supposez, dit Poirot doucement, que les documents dissimulés dans ce cadre contenaient quelque chose de compromettant, quelque chose qui rendrait le portrait non pas inestimable, mais sans valeur. Un scandale, peut-être, une signature authentique, apposée sur une œuvre inauthentique. March pâlit. Une falsification? Poirot esquissa un petit sourire énigmatique. Voilà précisément, monsieur, ce que je compte découvrir. Le docteur Philip Grayson était un homme en décalage avec le monde qui l'entourait. Sa chambre était austère, des piles bancales de livres, une tasse de thé à moitié bue et froide, et l'air imprégné de senteurs médicinales. Il ne se leva pas à notre arrivée, se contentant de nous désigner vaguement 2 chaises. « Excusez le désordre, dit-il d'une voix douce et distante. Je n'ai guère l'habitude de recevoir. » Poirot, qui avait une aversion profonde pour le chaos, s'assit au bord de sa chaise comme si les livres pouvaient l'engloutir à tout moment. « Docteur, commença-t-il, il me semble que vous étiez autrefois très proche de Lady Margaret Redcliffe, n'est-ce pas? » Les doigts du docteur Grayson se crispèrent autour de sa tasse. Nous étions amis. Un choix de mots curieux, fit remarquer Poirot. Ni patiente, ni connaissance, mais amis. Le docteur Grayson esquissa un sourire fragile. Vous êtes très observateur, monsieur Poirot. C'est à la fois ma malédiction et ma bénédiction, répondit Poirot modestement. Et cette amitié, elle a duré jusqu'à sa mort. Il y eut un silence, très bref, mais perceptible. Bien sûr, dit le médecin, je l'ai soigné jusqu'au bout. Et cette huile exotique, demanda Poirot d'un ton léger, presque désinvolte. Ce n'est pas un traitement typique chez les médecins de campagne. La tasse cliqueta légèrement dans sa soucoupe. Je souffre d'arthrite, monsieur Poirot. L'huile, recommandée par un ancien collègue, me soulage. Le sourire de Poirot était presque paternel. Ah, mais je me demande, l'aviez-vous également recommandé à Lady Margaret? Ou bien sa présence sur le portrait brûlé relève-t-elle de la pure coïncidence? Je n'en sais rien, répondit sèchement Grayson. Poirot se leva, ajustant ses manchettes. Ce qu'il y a de curieux avec les coïncidences, docteur, c'est qu'elles sont fort rares. Lorsque Hercule Poirot est dans les parages, c'est mademoiselle Éléanore qui mentionna le nom la première, presque en passant, alors que Poirot et moi la suivions dans l'aile ouest de la maison pour examiner de vieux inventaires. « Verity Lake », dit-elle à voix basse, les mains légèrement tremblantes. « Je crois qu'elle est de retour. »« Verity Lake » répétai-je. « Qui est-ce » Le sourcil de Poirot se leva brusquement. « Un nom qu'on n'oublie pas, mon ami. J'ai lu son histoire autrefois, une femme de chambre renvoyée dans la disgrâce. » Éléanore acquiesça.
Elatasso a été renvoyé quand j'étais enfant. Ma tante l'a accusé de vol, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée. Il y avait des rumeurs que Verity savait quelque chose de terrible. « Ah !» murmura Poirot. « Et vous croyez, mademoiselle, qu'elle est revenue ?»« Je l'ai vue, » chuchota Éléanore. « Au crépuscule, près de la vieille grille du verger. J'ai crié, mais elle s'est évaporée dans la brume. »« Bien pratique, » commentai-je. « Une apparition fantomatique pile au moment où un portrait prend feu ?»« Mon ami, » répliqua Poirot, « ne vous moquez pas des effets dramatiques de la campagne anglaise. Mais si Verity Lake est effectivement de retour, il serait des plus instructifs de lui parler. » L'occasion se présenta plus tôt que prévu. La gouvernante, au visage fermé et nerveux, admit sous pression que Verity avait été aperçue au village, vivant dans un petit cottage, juste au-delà des limites du domaine. Nous lui rendîmes visite cet après-midi-là, et trouvâmes une femme prématurément vieillie, les mains déformées par des années de travail rude, les yeux brillants de rancunes anciennes. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. « Rien que la vérité, » répondit doucement Poirot, « à propos du portrait et des secrets qu'il renfermait. » Elle eut un sourire amer. « Des secrets. Vous arrivez 20 ans trop tard, monsieur Poirot. Mais je vous dirai ceci, l'incendie n'était pas un accident, et Lady Margaret n'était pas une sainte. Elle n'en dit pas davantage, et nous repartîmes avec plus de questions que de réponses. Poirot, pourtant, semblait presque satisfait. « Mon ami, » dit-il alors que nous regagnions la demeure, le passé. Il ne reste jamais enterré. Il gratte, il ronge, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la tombe. Le lendemain matin, Poirot passa en revue chaque suspect, revenant doucement sur leurs alibis, comme on tirerait délicatement un fil lâche d'une tapisserie. Lord Alfred, toujours aussi fanfaron, campait sur sa version des faits. Il se trouvait à son club, mais l'intendant du club nous confia plus tard que Lord Alfred y était arrivé bien plus tard que d'habitude, en sueur et d'une humeur massacrante. Mademoiselle Béatrice, une main théâtralement posée sur le cœur, maintenait qu'elle priait dans la chapelle, mais la seule bougie du lieu était intacte, et la poussière sur les bancs restait parfaitement immobile. Julian Marsh, sous les questions calmes de Poirot, se tortilla sur son siège avant d'admettre qu'il se trouvait effectivement dans la galerie, à la recherche, disait-il, d'un registre retraçant la provenance du portrait. « Et notre bon docteur Grayson » murmura Poirot, alors que nous regagnions le hall. « Il affirme avoir préparé un remède pour son arthrite, à base de cette même huile exotique retrouvée sur le cadre du portrait. »« Ce sont des sornettes commodes, » déclarai-je. « Une collection d'alibis si fragile qu'un simple courant d'air suffirait à les balayer. » « Précisément, » approuva Poirot, les yeux pétillants. « Mais pourquoi tant de mensonges inutiles, mon ami? Les gens mentent quand ils sont coupables, mais ils mentent aussi quand ils craignent ce que les autres pourraient penser. Cette affaire repose non seulement sur le crime lui-même, mais sur la peur d'être accusé. Et que cela vous dit-il » Le sourire de Poirot fut d'un mystère irritant. « Cela me dit, Hastings, que la vérité se trouve ailleurs, là où personne ne veut regarder. C'est cette obstination à toujours regarder en arrière qui mena Poirot au grenier. « Mon ami, » dit-il, « une famille comme les Redcliffe, on ne se débarrasse pas si facilement de ses portraits. Il doit exister des versions antérieures, des esquisses refusées, peut-être. Et où garde-t-on ce qu'on ne veut pas exposer? Au grenier, soupirai-je, résigné à grimper les escaliers étroits et grinçant, derrière la silhouette infatigable de Poirot. Le grenier était une caverne d'oubli, mal recouverte de décennies de poussière, boîte de lettres liées par des rubans effilochés et rangées de toiles tournées vers le mur. Poirot,
avec la précision d'un homme feuilletant une librairie ancienne, examina chaque tableau, jusqu'à ce que ses mains s'arrêtent sur un cadre plus grand que les autres. « Voilà », chuchota-t-il, « regardez. » C'était un second portrait de Lady Margaret, identique dans la pose, à une différence près, glaçante. Le visage avait été lacéré, non récemment, mais il y a fort longtemps. Des entailles profondes sillonnaient les traits peints, effaçant toute expression, comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître son existence même. « Mais pourquoi ?» demandai-je. « Pourquoi défigurer un visage, pour ensuite le peindre à nouveau ?» Poirot effleura les entailles du bout du doigt. « Ce n'est pas un simple vandalisme, » dit-il doucement. « C'est une volonté d'effacer. Quelqu'un craignait ce que ce visage révélait. »« Mais c'est le même visage, » protestai-je. « En êtes-vous sûr ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « Ou bien est-ce justement le visage qui n'aurait jamais dû exister ?» La phrase ne signifiait rien pour moi à cet instant, mais l'intensité de Poirot me mit mal à l'aise. « Quelqu'un, dit-il, veut nous faire croire que le portrait a été détruit pour cacher une lettre. Mais non, mon ami. La vérité est bien plus dangereuse. Ce portrait a été détruit à cause de qui il montrait, non de ce qu'il cachait. » Je fixai la toile lacérée, un frisson me courant le long de l'échine. Quel secret se dissimulait donc derrière le sourire peint de Lady Margaret? Poirot s'épousseta les mains, fit volte-face et redescendit les marches. « À présent, Hastings, dit-il, nous devons parler à ceux qui se souviennent et à ceux qui mentent. C'est après le petit déjeuner, le lendemain matin, que Poirot déclara son intention de réinterroger chacun des suspects, mais cette fois avec une approche différente. « Voyez-vous, Hastings, dit-il en nouant avec une précision maniaque sa cravate parfaitement symétrique, l'heure est venue de pratiquer ce que j'appelle l'art de la provocation subtile. » Je redoutais toujours ces expressions inventées par Poirot, car elles annonçaient immanquablement de longues heures passées à ses côtés, à observer des gens se tortiller sous ces questions polies, mais terriblement précises. Nous commençâmes par mademoiselle Béatrice, assise bien droite dans le petit salon, les mains croisées sur les genoux. « Dites-moi, mademoiselle, » demanda doucement Poirot, « que vous a-t-elle confié, Lady Margaret, au sujet de son portrait ?» La mâchoire de Béatrice se crispa. Ma sœur et moi nous confions rarement l'une à l'autre. Je ne sais rien du portrait. Mais non, vous savez quelque chose. Poirot se pencha, la voix plus douce encore. Un mot murmuré ici, un regard, et échangé là. Les secrets d'une maison circulent même quand les bouches restent closes. Elle laissa échapper un rire sec. Je suppose qu'il y avait des rumeurs, que le portrait n'était pas tout à fait ce qu'il semblait être. Des rumeurs, répéta Poirot. Les rumeurs poussant à partir de graines, mademoiselle. Et vous, je pense, êtes une jardinière de rancune? Vint ensuite le docteur Grayson, qui jouait nerveusement avec sa chaîne de montre, tandis que les questions de Poirot se resserraient autour de lui, comme un nœud de soie. « Vous aimiez Lady Margaret, n'est-ce pas ?» lança Poirot d'un ton apparemment distrait. Grayson pâlit. « C'est absurde. Et pourtant, dit Poirot calmement, vous portez encore sur les mains le parfum de son huile favorite. » Les doigts du médecin tremblèrent. Elle m'avait demandé de lui en trouver, il y a des années, un cadeau, venu d'Orient. « Un cadeau, » murmura Poirot, tandis que les mots du médecin flottaient dans l'air comme un fantôme indésirable. Un à un, les suspects furent mis à nu. Les couches de politesse s'écaillèrent jusqu'à ne laisser paraître que des nerfs à vif. Poirot disait peu, mais demandait beaucoup. Et pendant ce temps, ces petites cellules grises œuvraient sans relâche.
J'étais présent lorsque Poirot confronta Lord Alfred, et même moi, je pouvais voir que le vernis de sa prestance s'effritait comme du vieux plâtre. Lord Alfred, commença Poirot avec une politesse douloureusement exagérée. Vous m'avez assuré, à de nombreuses reprises, que vous vous trouviez à votre club à l'heure où l'incendie a éclaté. C'était le cas, déclara Lord Alfred, bien que sa voix eût perdu toute sa superbe d'antan. Le sourire de Poirot avait presque quelque chose d'affectueux. Curieux, n'est-ce pas, que le valet de cette maison affirme vous avoir vu partir précipitamment, quelques minutes à peine avant que l'alerte ne soit donnée? Balivernes, aboya Alfred, mais sa fanfaronnade ne pouvait dissimuler la sueur qui perlait soudainement sur son front. Poirot sortit un petit morceau de papier de sa poche. « Et ceci, milord, votre signature dans le registre du club. Elle y figure, oui, mais à une heure bien plus tardive que celle que vous affirmez. Je crains que votre alibi ne prenne l'eau. » Lord Alfred saisit le papier, le fixant comme si sa propre écriture l'avait trahi. « Pourquoi, Lord Alfred ?» La voix de Poirot s'était faite plus douce. « Pourquoi quitter la maison, revenir et mentir? Qu'y avait-il de si pressant que cela ne pouvait attendre ?» Un instant, Alfred resta silencieux. Puis, dans un soupir tonitruant, il avoua. « J'étais victime de chantage. »« De chantage ?» répétai-je, totalement stupéfait. « Oui, » dit Lord Alfred d'un ton misérable. « Une lettre, un document datant de plusieurs années, lié à Lady Margaret. On m'a dit qu'il était caché derrière le portrait. Je voulais seulement le récupérer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, vous êtes donc allé dans la galerie avant l'incendie, mais vous n'avez rien trouvé, n'est-ce pas? » « Rien, » admit Alfred. Le cadre était vide. « Et ensuite, » dit Poirot doucement, « vous avez fui vers votre club, croyant être arrivé trop tard, et qu'un autre avait mis la main sur le secret. » Lord Alfred s'affaissa dans son fauteuil, vaincu. « Je le jure, Poirot, je n'ai rien à voir avec l'incendie. » Le sourire de Poirot était énigmatique. « Je vous crois, milord, pour l'instant. » Mademoiselle Béatrice nous attendait dans la serre, installée dans un fauteuil en osier, entourée de fougères flétries et d'un air de désapprobation profonde. Elle nous accueillit, avec sa froideur habituelle, comme si notre simple présence constituait une offense au bon goût. Poirot s'installa en face d'elle, les mains délicatement croisées, et entama d'une voix des plus douces. « Mademoiselle Béatrice, il y a une affaire de faux que je souhaiterais aborder avec vous. » Les mains de Béatrice, posées avec une rigidité impeccable sur ses genoux, tressaillirent légèrement. « Faux? Quelle absurdité! Ah, mais ce n'est pas si absurde, n'est-ce pas? Lady Margaret, votre sœur, avait autrefois accusé quelqu'un, ici même, d'avoir falsifié des documents importants, mais l'identité du faussaire n'a jamais été révélée. Elle se raidit. C'était une affaire privée. » L'expression de Poirot resta bienveillante, mais ses yeux étant acérés. « Privée, peut-être, mais les secrets, mademoiselle, ont tendance à se transformer en armes, surtout lorsqu'ils restent irrésolus. » La bouche de Béatrice se crispa en une ligne fine. Margaret avait le goût du drame. Elle croyait que quelqu'un avait falsifié une lettre en lien avec son testament ou une correspondance familiale. Tout cela a été étouffé après sa mort. « Et pensez-vous que le faussaire faisait partie de votre propre famille ?» demanda Poirot. Elle hésita, tordant entre ses doigts le bord en dentelle de son mouchoir. Il y avait des soupçons, mais Margaret n'a jamais donné de nom. Elle disait vouloir régler cela elle-même. La voix de Poirot devint encore plus douce. « Et le portrait? Vous a-t-elle jamais parlé d'y cacher quelque chose ?» Je vis, très brièvement, une lueur d'alarme traverser le regard de Béatrice. « Si elle l'a fait,
C'était sa propre bêtise. Poirot se leva, s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. Votre franchise, bien que réticente, est des plus éclairantes. » En quittant la serre, Poirot me glissa. « Elle en sait plus, mon ami. » Mais la peur ferme sa bouche comme un meuble verrouillé. Julian Marsh nous attendait dans la galerie, debout sous ce qu'il restait du portrait calciné de Lady Margaret. Il était pâle, et sa confiance habituelle de marchand d'art semblait avoir fondu avec la peinture. « Vous vouliez me revoir, monsieur Poirot ?» demanda-t-il. « Mais oui, monsieur. » Poirot désigna le cadre noirci. « Parlons un peu de la véritable valeur de ce portrait. » Marsh se dandina nerveusement. C'était une belle œuvre, un travail compétent, sans être un chef-d'œuvre. Non, répliqua Poirot. Sa valeur ne résidait pas dans la peinture ou la toile, mais dans ce qui se trouvait derrière. Marsh esquissa un sourire faible. Vous êtes remarquablement bien informé. Poirot est toujours bien informé, dis-je, bien que, pour être honnête, je n'eusse pas la moindre idée de ce dont il parlait. « Allons, monsieur, » poursuivit Poirot. « Nous savons tous les deux que vous ne convoitiez pas ce tableau pour ses qualités artistiques. Vous le convoitiez pour ce qu'il cachait dans son cadre. Une lettre, non ?» Marsh acquiesça à contre-cœur. C'est vrai, des rumeurs circulaient depuis des années dans les cercles artistiques. On disait que Lady Margaret avait dissimulé une lettre à l'intérieur du dos du portrait. Une lettre qui pouvait bouleverser l'héritage de la famille. « Et vous ?» La voix de Poirot était douce, mais implacable. « Vous vouliez la retrouver ?» Marsh soupira. Si la lettre existait, et qu'elle contenait une confession, un testament ou un scandale, elle aurait une immense valeur pour certains collectionneurs. Ce genre de secret, honteux, devient une rareté sur le bon marché. La moustache de Poirot tressaillit. « Et lorsque vous avez inspecté le portrait avant la vente, qu'avez-vous trouvé ?»« Rien, » admit Marsh. « Pas de lettre, pas de compartiment secret. Juste une toile vide, une chasse au trésor, sans trésor. » « Ou bien, » murmura Poirot, « quelqu'un avait déjà retiré la lettre bien avant la vente. » La tête de Marsh se releva brusquement. « Vous le pensez ?» Poirot sourit. « Hercule Poirot ne pense pas, monsieur. Il sait. » Marsh poussa un soupir. « Je voulais seulement connaître la vérité. » Poirot lui tapota doucement le bras. « Ah, monsieur, la vérité. Elle n'est pas toujours aussi précieuse qu'on l'espère. Le cabinet du docteur Grayson était un monument au désordre, ses étagères croulant sous le poids de vieux journaux médicaux et de notes de cas en décomposition. » Poirot observe ce chaos avec une consternation à peine dissimulée. « Docteur, » commença-t-il, « vous connaissiez bien Lady Margaret. » Les doigts de Grayson tressaillirent sur le bord de son bureau. « J'étais son médecin. »« Son médecin, » répéta Poirot, « mais aussi peut-être son confident. » Le sourire de Grayson était crispé. « Que sous-entendez-vous » Poirot ouvrit les mains. « Rien, pour l'instant. Mais je suis curieux, docteur. Vous lui avez prescrit cette huile exotique que nous avons détectée sur le cadre du portrait, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Grayson se contracta. C'était pour son rhumatisme. « Ah, » dit Poirot, « mais ce n'est pas tout. Cette huile, elle est aussi utilisée dans certaines techniques de conservation, pour traiter les toiles et le bois. » Le visage de Grayson pâlit. « Je n'en sais rien. »« Rien ?» Les yeux de Poirot brillaient. « Et pourtant, vous étiez souvent seul avec Lady Margaret. Vous connaissiez ses peurs, ses regrets, peut-être même ses secrets. » Grayson déglutit avec peine. C'était une femme tourmentée, monsieur Poirot. Vers la fin, elle disait être hantée par son propre reflet. « Son reflet ?» demandai-je. Grayson acquiesça. Elle disait que son portrait en savait trop.
que les yeux peints n'éteignent pas les siens. Poirot esquissa un mince sourire. Une expression curieuse, docteur, et qui, je le crois, nous servira bien. Alors que nous repartions, je glissai à Poirot. Qu'est-ce que cela signifie? Poirot se contenta de tapoter sa tempe. Tout viendra en son temps, mon ami. Tout viendra en son temps. Le cottage de Verity Lake était un misérable logis, son toit affaissé sous le poids du lierre et des années. Il se trouvait à la toute limite du village, à demi dissimulé derrière un enchevêtrement de haies envahissantes. C'était le genre d'endroit, pensais-je, où les secrets viennent mourir, et où ceux qui les gardent finissent par devenir eux-mêmes des ombres. Poirot frappa à la porte, et après un long silence, elle s'ouvrit lentement, révélant une femme prématurément vieillie, dont les traits, autrefois jolis, avaient été minés par les années et les souvenirs amers. « Que voulez-vous » demanda-t-elle sèchement, les yeux oscillants entre nous, avec une méfiance forgée par l'habitude. Poirot s'inclina avec sa courtoisie exagérée, habituelle. « Mademoiselle Lake, ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que nous cherchons à comprendre. » Elle eut un rire sec. « Comprendre? Il n'y a plus rien à comprendre. La grande Lady Margaret est morte, son portrait est en cendres, et moi, je ne suis rien. Mais autrefois, dit Poirot doucement, vous étiez quelque chose pour elle, vous étiez digne de confiance, jusqu'au jour où soudainement, vous ne l'étiez plus. » Son visage se durcit. « Elle m'a accusée de vol, elle m'a détruite, mais elle n'a jamais dit toute la vérité. » « Et cette vérité, demandai-je. Le regard de Verity glissa vers le chemin, comme si elle s'attendait à voir apparaître un fantôme. Ce portrait, c'était censé être moi. Je la regardai, bouche bée. « Vous ?» L'expression de Poirot ne changea pas. Continuait mademoiselle. Elle disait que je devais poser pour elle, porter ses bijoux, pour qu'elle puisse se voir plus jeune, plus belle. Mais ce n'était pas qu'une question de vanité. Elle planifiait de disparaître, de quitter cette maison, cette famille, tout. Les yeux de Poirot brillèrent. « Pour échanger sa place avec vous. » Verity hocha la tête. Et puis elle a changé d'avis, ou quelqu'un l'a forcée à changer. Après cela, tout s'est effondré. Poirot incline légèrement la tête. « Merci, mademoiselle. Vous venez de nous dire quelque chose de très précieux. » Verity ricana. « Pas précieux pour moi. » Mais en quittant le cottage, Poirot me souffla. « Oh, mon ami, c'est précieux pour la vérité, et la vérité, elle paie toujours ses dettes. » De retour au Redcliffe Club, Poirot rassembla toute la maisonnette et les suspects principaux dans la petite galerie, où les restes du portrait brûlé s'accrochaient encore, obstinément, à leur cadre noirci. « Parlons, » commença Poirot, « de l'origine de ce portrait. Car c'est bien curieux, n'est-ce pas? Pas deux personnes ne semblent s'accorder sur son histoire. » Il se tourna vers Lord Alfred. « Milord, vous croyez qu'il fut peint par un ami de la famille, n'est-ce pas? » Lord Alfred, suant à grosses gouttes, hocha la tête. « Un artiste mineur que ma sœur connaissait dans sa jeunesse. » Poirot inclina la tête, puis se tourna vers Béatrice. « Et vous, mademoiselle ?» Béatrice croisa les bras. Il fut commandé à un peintre mondain, un professionnel. Mais Margaret n'en fut jamais satisfaite. La moustache de Poirot frémit. « Ah, mais voici Julian Marsh, qui pense qu'il fut peint par un amant, un secret scandaleux que Lady Margaret voulait emporter dans la tombe. » Julian Marsh, visiblement mal à l'aise, acquiesça d'un signe saccadé. « C'est ce qu'on m'a dit. »« Et vous, docteur Grayson ?» demanda Poirot, en se tournant vers le médecin, qui se tenait maladroitement près de la fenêtre. « Vous vous souvenez que Lady Margaret détestait ce tableau. Elle disait que le visage n'était pas le sien, n'est-ce pas ?» Grayson se racla la gorge.
Elle a dit quelque chose comme ça. Vers la fin, elle en parlait souvent, comme d'un tableau qui la hantait. Et enfin, dit Poirot, en se tournant vers Éléanore. Vous, mademoiselle, croyez que ce portrait dissimulait une lettre, une vérité cachée que Lady Margaret souhaitait que vous découvriez. Éléanore acquiesça, le visage pâle. Poirot frappa doucement dans ses mains. Et voilà, Hastings, 5 personnes, 5 versions différentes, un seul portrait de femme, vu à travers 5 regards opposés. Je secouai la tête. Que cela signifie-t-il, Poirot? Il sourit. Cela signifie, mon ami, que ce portrait n'a jamais été qu'un portrait. C'était un masque, une mise en scène peinte à l'huile, dissimulant quelque chose que tous savaient, mais qu'aucun ne voulait admettre. Laquelle? Demandai-je, le pressant du regard. Poirot se tourna de nouveau vers le cadre calciné. Que Lady Margaret elle-même était une création, un rôle joué sur une scène, et celui qui a peint son portrait connaissait son vrai visage. Mais alors, qui l'a peint? Demandai-je. Le sourire de Poirot fut d'un mystère presque insupportable. Ah, mon ami, voilà une révélation que je réserve pour le climax. Ce fut en milieu d'après-midi que Poirot me convoqua de nouveau dans la galerie, où les restes calcinés du portrait de Lady Margaret s'accrochaient encore au mur, tels un fantôme refusant de quitter les lieux. Il se tenait devant, les mains jointes dans le dos, se balançant doucement sur les talons, la tête penchée de côté dans cette posture si particulière que je connaissais bien, celle qui signalait qu'il avait vu ce que les autres avaient manqué. « Hastings, dit-il sans se retourner, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos du théâtre du crime ?» Je fronçai les sourcils, incertain s'il s'agissait d'une question piège. Quelque chose sur le fait que le crime est une mise en scène, comme une pièce de théâtre? Précisément. Poirot se retourna brusquement vers moi, son doigt pointant l'air avec triomphe. Et qu'est-ce qu'un théâtre, mon ami, sans sa trappe? Je clignai des yeux. Une trappe? Venez observer. Il me fit signe d'approcher, sa main gantée suivant les bords noircis du cadre. Un portrait de cette taille, fixé avec autant de précision, devrait épouser parfaitement le mur, oui, et pourtant, il y a un espace très délibéré. D'un geste rapide, Poirot sortit de sa poche son couteau, glissa la lame entre le cadre et le mur. Un clic discret se fit entendre, et un panneau étroit glissa, révélant un compartiment peu profond, dissimulé dans le mur même derrière le tableau. « Nom d'un chien ?» m'écriai-je. « Il y avait donc une cachette depuis le début. »« Mais oui, » dit Poirot, « mais observez, elle est vide. » Le compartiment, bien que savamment dissimulé, portait les marques évidentes d'un dérangement récent. Des traces de suie, des empreintes digitales floues, et là, coincé dans un angle, un morceau de papier plié, brûlé sur les bords. Poirot le récupéra délicatement. Ceci n'était pas un accident, mon ami. C'est la preuve finale. Le feu n'a pas été allumé simplement pour détruire le portrait, mais pour effacer ce qui avait déjà été retiré. Une lettre, hasardai-je. Peut-être, ou quelque chose d'encore plus dangereux, quelque chose qui pourrait changer toute l'histoire de Lady Margaret. Il tapota le fond vide du compartiment. Et si cela a été retiré avant l'incendie, cela nous dit quelque chose de très intéressant à propos de notre incendiaire, mon cher Hastings. Et quoi donc? Les yeux de Poirot scintillèrent. Qu'il savait exactement où chercher. En descendant l'escalier, laissant la galerie en ruine derrière nous, Poirot tomba dans un silence pensif. C'était toujours le moment le plus déconcertant de nos enquêtes, quand son esprit commençait à assembler les pièces invisibles du puzzle, tandis que je restais à la traîne, ignorant et frustré. Enfin, il parle. « Hastings,
Croyez-vous aux fantômes? Je faillis trébucher sur la dernière marche. Des fantômes? Mais quel rapport avec tout ça? L'expression de Poirot était paisible. Tout? Je soupirai. Poirot, pourriez-vous, pour une fois, parler simplement? Ah, dit Poirot en agitant un doigt. Mais voyez-vous, certains fantômes ne sont pas d'ordre surnaturel. Ils marchent parmi nous, mon ami, avec des visages empruntés et des noms volés. Je le fixai, interdit. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous racontez. Il poussa un soupir dramatique. Toujours, Hastings, vous voulez sauter à la dernière page du roman, en ignorant les indices délicatement semés. Mais très bien, je vais vous lancer un os. Il s'arrêta sur le palier, solennel. Le fantôme qui boite. Je fronçai les sourcils. Quelle boiterie! Personne ici ne boite. Ah mais si, dit Poirot en tapotant sa tempe. Pas du corps, mais de l'âme. Une boiterie causée par le poids d'un secret trop lourd pour une conscience. Avant que je ne puisse protester contre cette absurdité métaphysique, Poirot continua. Et puis il y a ce visage qui ne devrait pas exister. Je levai les bras au ciel. Poirot, vous parlez par énigme? Mais bien sûr, que serait la vie sans un peu de mystère? Il sourit paisiblement. Souvenez-vous de ceci, Hastings. Le visage du portrait n'était pas celui qu'il prétendait être. 2 femmes, un visage, un héritage, 2 destins. Je le fixai, totalement dépassé. Vous insinuez que ce n'était pas Lady Margaret sur le tableau? Poirot tapota son nez. Je ne dis rien, mon ami, pas encore. Mais l'indice, le véritable indice, ne se trouve ni dans les flammes, ni dans la lettre, ni même dans le portrait. Il se trouve dans celui qui l'a peint. Et pourquoi? Qui l'a peint, alors, exiguai-je. Le sourire de Poirot était exaspérément calme. Ah, Hastings, ce sera le climax. Mais pour l'instant, souvenez-vous, des fantômes marchent ici. Et ils ont des mains bien réelles. Le grand hall de Redcliffe était le décor parfait pour l'un des célèbres dénouements de Poirot, un lieu où le passé semblait accroché au mur, où les portraits ancestraux observèrent les vivants et les coupables. Les bougies vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur le parquet ciré, tandis que la grande cheminée crépitait doucement. Seul bruit dans le silence tendu qui suivit la convocation de Poirot. Je me tenais en retrait, carnet en main, me sentant comme le chroniqueur officiel d'une pièce longue. Et particulièrement scandaleuse, les invités rassemblés, Lord Alfred, Béatrice, Julian Marsh, le docteur Grayson, Eleanor et Verity Lake étaient là, perchés inconfortablement sur des chaises raides, leurs regards inquiets glissant vers la silhouette compacte de Poirot, resplendissante dans son impeccable tenue de soirée. Poirot s'éclaircit délicatement la gorge. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix riche d'une solennité théâtrale, l'heure est venue, l'heure où le rideau se lève sur l'acte final. » Un frisson d'anticipation parcourut la pièce. Je pouvais presque sentir le poids des secrets peser sur chacun d'entre nous. Poirot croisa les mains derrière le dos et se mit à arpenter la pièce, chaque pas mesuré, chaque pose soigneusement orchestrée. Nous ne sommes pas réunis ici simplement pour discuter de la destruction d'un portrait, mais pour dévoiler une vérité longtemps enfouie sous des couches de peur, de mensonge et de loyauté mal placée. Son regard balaya la salle, s'arrêtant brièvement sur chaque suspect. Ce portrait, voyez-vous, n'était pas qu'une peinture, c'était un masque. Et derrière ce masque se cachait un visage que quelqu'un était désespéré de dissimuler. Béatrice laissa échapper un petit cri. La main du docteur Grayson se crispa près de sa montre à gousset. Les lèvres de Lord Alfred se pincèrent en une ligne blafarde.
Vous voyez, mon ami Hastings, dit Poirot en se tournant vers moi avec un sourire. Il ne s'agissait pas d'un crime de passion. Non, non. C'était un crime de préservation, un acte destiné à protéger non seulement une réputation, mais un héritage tout entier. Je me tortillais, mal à l'aise. Je ne comprends toujours pas. Ah! Poirot pointa l'air d'un doigt triomphant. Vous comprendrez, mon ami. Tout vient à point. Il se tourna alors vers Lord Alfred, figé sur sa chaise, les jointures blanches crispées sur les accoudoirs. « Milord, dit Poirot doucement, vous avez affirmé, avec insistance, que vous étiez à votre club la nuit de l'incendie. Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas? Je vous demande pardon, tonna Lord Alfred, bien que la fêlure dans sa voix le trahît. Poirot ne demande jamais pardon, milord, répondit Poirot avec douceur. Il se contente d'observer. Avec panache, il sortit de sa poche une petite enveloppe jaunie, au sceau brisé. Vous voyez, j'ai parlé avec le majordome du club. Vous êtes arrivé bien plus tard que vous ne l'aviez dit. En sueur, désordonné, tel un homme fuyant, sa propre conscience. J'avais des affaires à régler, grommela Alfred. En effet, dit Poirot, les yeux brillants, des affaires qui vous ont mené jusqu'au village pour payer un maître chanteur. Un murmure choqué parcourut la salle. Un maître chanteur, m'écriai-je. Précisément. Poirot brandit l'enveloppe. Voici une copie de la lettre à l'origine de tout. Une lettre écrite il y a des années, par Lady Margaret elle-même, envoyée à un individu qui avait, comment dire, un certain pouvoir sur son passé. Lord Alfred s'affaissa dans son fauteuil. « Vous ne pouvez pas prouver que c'était moi. »« Oh, mais je le peux, » dit Poirot d'un ton presque tendre. Le maître chanteur, un homme pressé d'obtenir des fonds, a tenu des registres. Et vous, milord, vous avez payé en espèces, en laissant un billet, portant un monogramme très distinctif, qui ne pouvait provenir que de votre chéquier personnel. Le visage de Lord Alfred devint d'un gris que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant, sur un homme qui venait de confesser un meurtre. « Qui était ce maître chanteur ?» demanda Béatrice, la voix tranchante. Poirot sourit. « Ah, voyez-vous, le maître chanteur n'était pas notre incendiaire. Il n'était au courant d'aucun incendie. Son rôle était simple, obtenir une dernière somme en échange du silence, sur le secret de Lady Margaret. Et quel était ce secret, demandai-je. Le visage de Poirot se fit grave. Que Lady Margaret n'était pas la femme que sa famille croyait. Un tumulte de murmures s'éleva, mais Poirot leva une main autoritaire. « Patience, dit-il. La vérité, elle vient par couches, et nous touchons la dernière. » Lord Alfred enfouit son visage dans ses mains. « Je voulais seulement protéger la famille. »« Mais oui, » dit Poirot doucement. « Mais parfois, milord, pour préserver un nom, il faut d'abord détruire un mensonge. » Mademoiselle Béatrice, fidèle à elle-même, se tenait droite comme un nid, les mains croisées, le profil tranchant, comme les bustes antiques qui bordaient le hall. Depuis le début, elle soutenait qu'au moment de l'incendie, elle priait dans la chapelle, ayant eu, disait-elle, une mystérieuse prémonition. À mes yeux, c'était une excuse ridiculement commode, mais Poirot, fidèle à sa méthode, l'avait laissé dérouler sa propre corde, jusqu'à aujourd'hui. « Mademoiselle Béatrice, dit-il d'un ton presque affectueux, vous êtes une femme d'une grande imagination, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. » Les yeux de Béatrice se plissèrent. « J'ai toujours été une femme de raison. » Ah! Poirot poussa un soupir doux. Mais cette histoire de prémonition, c'était de l'imagination à son meilleur niveau, une invention fort élaborée et fort fausse. Elle se redressa brusquement. « M'accusez-vous de mensonge? » « Mais naturellement, » répondit Poirot avec gaieté, « car vous n'étiez pas dans la chapelle quand le portrait a brûlé.
Vous étiez dans la galerie, les mains, littéralement, à l'intérieur du dos du cadre. Les mains de Béatrice se crispèrent. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Oh, mais si !» Poirot s'approcha d'un pas, baissant légèrement la voix. « Vous ne cherchiez pas un fantôme, mademoiselle. Vous cherchiez une lettre, celle que votre sœur avait dissimulée des années auparavant, derrière le portrait. Je ne voulais que protéger la famille, balbutia Béatrice. Ah, voilà, le noble mobile. » Poirot ouvrit grand les bras. « Et pourtant, en protégeant la famille, vous vous êtes damné vous-même. »« Je n'ai pas allumé le feu, » s'écria Béatrice. « Non, » répondit Poirot avec douceur. « Vous ne l'avez pas fait, mais vous avez été vu par quelqu'un qui observait déjà le portrait. Quelqu'un qui avait ses propres raisons de vouloir le voir disparaître. » Le souffle de Béatrice devint court, haletant. « Je voulais seulement récupérer la lettre. Et vous l'avez trouvée, n'est-ce pas ?» Le regard de Poirot se fit plus perçant. « Vous l'avez prise, et puis, par malchance, l'incendie s'est déclaré. Vous avez fui, laissant la lettre à moitié brûlée dans votre panique. » Les yeux de Béatrice se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Poirot s'inclina légèrement. « La prémonition, mademoiselle, n'était pas une vision de l'avenir. C'était simplement l'ombre de la culpabilité. Julian Marsh avait fait de son mieux pour paraître indifférent aux révélations de Poirot. Mais à mesure que l'attention se tournait vers lui, ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs de sa chaise, et une fine goutte de sueur glissa le long de sa tempe. « Monsieur Marsh, » commença Poirot, d'un ton presque indulgent, « vous êtes un homme qui connaît la vraie valeur de l'art, n'est-ce pas ?»« Je travaille dans la provenance, » répondit Marsh avec raideur. « Un tableau ne vaut que ce que son histoire peut prouver. »« Exactement, » s'exclama Poirot en pointant l'air. « Et l'histoire du portrait de Lady Margaret, c'était une histoire que vous saviez inestimable. »« Je ne savais que ce que disaient les rumeurs, » marmonna Marsh. « On parlait d'une lettre cachée. »« Des rumeurs, oui, » dit Poirot. « Mais vous, monsieur, vous saviez bien plus que des rumeurs. Vous connaissiez la nature exacte de cette lettre. »« C'est absurde, » protesta Marsh. « Vraiment ?» Le sourire de Poirot était doux, mais son regard, implacable. « Vous ne vouliez pas simplement acheter ce tableau, vous vouliez détruire son histoire, pour que personne ne découvre que le portrait n'était pas l'œuvre d'un artiste mondain, mais d'un homme qui avait toutes les raisons de cacher son lien avec Lady Margaret. » Le visage de Marsh blêmit. « Quel lien ?» Poirot croisa les doigts. « L'artiste, monsieur, le véritable artiste, était l'amant de Lady Margaret, un homme payé grassement pour disparaître après son mariage, mais qui a laissé derrière lui une lettre d'amour, dissimulée dans le cadre, preuve de leur liaison. C'est grotesque. » La voix de Marsh se brisa. « Non, monsieur, » dit Poirot, « c'est l'histoire. Et vous ne vouliez pas ce portrait pour sa beauté. Vous le vouliez parce que cette lettre, si elle venait à être révélée, exposerait vos propres affaires frauduleuses. »« Mes affaires ? Mais oui. » La voix de Poirot se fit plus vive. « Pendant des années, vous avez vendu de faux tableaux attribués à ce même artiste, des faux que vous prétendiez issus de collections privées. Si la vérité sur le portrait de Lady Margaret avait éclaté, qu'il était sa seule œuvre authentique, votre réputation entière se serait effondrée. » Marsh s'affaissa, vaincu. « Je ne pouvais pas laisser ça arriver. »« Alors, » conclut Poirot, « vous avez allumé l'incendie, non pour détruire une peinture, mais pour détruire la vérité. » Le docteur Grayson était assis près de la cheminée, légèrement à l'écart des autres, comme s'il espérait disparaître par la simple distance. Ses mains reposaient sur ses genoux, mais ses doigts tremblaient. Des mains de médecin, formés pour soigner, trahis
à présent par le poids de secrets trop longtemps enfouis. Poirot s'approcha de lui, avec cette douceur que j'avais appris à redouter. Sa voix la plus tendre était souvent la plus tranchante. « Docteur, dit Poirot, vous n'étiez pas seulement le médecin de Lady Margaret, n'est-ce pas ?» Le regard de Grayson restait fixé sur les flammes. Je veillais sur elle. « Veiller », répéta Poirot. « Mais pas au sens clinique. Non, non, vous l'aimiez. » Un souffle collectif parcourut la pièce. Les doigts de Grayson se refermèrent, ses jointures blanchissant. « L'amour, poursuivit Poirot, le silencieux, le discret. Celui qui protège sans rien attendre, par pure dévotion. » Grayson expira lentement. Elle n'a jamais su. « Ah, mais vous saviez, n'est-ce pas, docteur, que Lady Margaret portait un secret que vous craigniez destructeur pour sa réputation et pour la vôtre. » La tête de Grayson se redressa légèrement. « Ce n'était pas à propos de moi. » « Non, admit Poirot. Mais si son secret était révélé, votre protection discrète, votre affection silencieuse, tout aurait été perçu comme de la complicité. Vous saviez ce qui se trouvait derrière ce portrait. » La gorge de Grayson se serra. Je savais qu'il y avait eu un arrangement, un accord pour cacher quelque chose du passé. La voix de Poirot se fit plus douce encore. « Mais vous ne connaissiez pas toute la vérité, n'est-ce pas? Vous saviez assez pour craindre, mais pas assez pour comprendre. » « Je savais que cette lettre était dangereuse, » murmura Grayson. « J'ai essayé de la convaincre de la détruire, il y a des années, mais elle refusait. Et donc, conclut Poirot, vous êtes devenu le gardien de secrets que vous ne compreniez pas entièrement. Quand le feu a éclaté, vous avez craint le pire, que la vérité vous ait échappé. » Grayson acquiesça, le regard hanté. « Je l'aimais, mais je ne l'ai jamais comprise. » « Exactement, » dit Poirot avec douceur, car Lady Margaret, elle n'était pas seulement une femme avec des secrets, elle était le secret lui-même. Poirot se détourna de Grayson pour faire face à l'ensemble du groupe. Son regard balaya la salle, sa voix adoptant ce rythme précis, mesuré, qui annonçait toujours ses plus grandes révélations. « Mesdames et messieurs, vous vous êtes tous demandé, en silence ou à voix basse, quelle était la signification de ce visage dans les flammes. Ce visage apparut tandis que le portrait brûlait. Il marqua une pause, laissant le silence se tendre comme un fil prêt à rompre. Ce n'était pas le visage de Lady Margaret. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. C'était, poursuivit Poirot, le visage de mademoiselle Verity Lake. Tous les regards se tournèrent vers Verity, recroquevillée dans sa chaise, le teint pâle comme du parchemin. « Mais comment commençai-je. Permettez que j'explique. » Poirot croisa les mains dans son dos. Il y a des années, Lady Margaret conçut une supercherie brillante. Elle souhaitait échapper aux chaînes de sa vie, son mariage, son nom, les attentes de sa position. Alors, elle élabora un plan pour substituer son image à celle de sa femme de chambre. Sa femme de chambre. La voix de Béatrice tremblait. Mais oui, Verity Lake, qui ressemblait suffisamment à Lady Margaret pour passer en peinture, sinon dans la vie. Les yeux de Poirot brillaient. Le portrait, voyez-vous, n'était pas celui de Lady Margaret, c'était Verity, peinte dans les bijoux de Lady Margaret, sa robe, sa pose. Verity émit un rire brisé. Elle disait que ce serait notre petite blague. Pas une blague, corrigea Poirot. Une bouée de sauvetage, une porte de sortie qu'elle espérait utiliser si jamais elle devait disparaître. Mais pourquoi le visage de Verity est-il apparu dans les flammes ? Demandai-je, déconcerté. Parce que, dit Poirot, sous la couche de peinture, l'image originale,
la véritable modèle, a commencé à réapparaître lorsque les flammes ont décapé les couches. Le fantôme dans le tableau n'était pas surnaturel, mon ami. C'était simplement le visage caché sous le masque. Les épaules de Verity tremblaient. Je ne voulais que personne sache. C'est elle qui m'a fait poser. Et quand elle m'a renvoyé, elle m'a dit que j'étais déjà un fantôme, une femme qui n'avait jamais existé. Et ainsi, conclut Poirot, le portrait a brûlé, mais le fantôme est réapparu. Ce n'était pas un esprit venu d'ailleurs, mais la vérité, qui refusait désormais de rester enfouie. Verity couvrit son visage de ses mains, sanglotant en silence. Et avec cela, la dernière illusion de Lady Margaret se dissipa en fumée et en silence. Poirot se tenait au centre du grand hall, éclairé par la lueur vacillante des bougies, tel le maître de cérémonie de son propre théâtre de vérité. Les suspects réunis, certains tremblants, d'autres livides, d'autres simplement stupéfaits, ressemblèrent à des invités malgré eux à la confession d'un fantôme. « Mes amis, dit Poirot, la voix douce mais pleine d'autorité, il est temps de vous raconter une histoire, l'histoire de deux femmes, l'une née dans le privilège, l'autre dans le service, et d'un stratagème si audacieux, si insensé, que même le plus romanesque des écrivains hésiterait à l'inventer. » Il se tourna vers les restes noircis du portrait, témoin silencieux de tout ce qui s'était déroulé. Lady Margaret Redcliffe n'était pas une épouse mondaine ordinaire. C'était une femme d'une grande imagination et d'une plus grande impatience, enchaînée à un mari qu'elle n'aimait pas, prisonnière d'un titre qu'elle n'avait jamais désiré. Elle conçut un plan d'évasion des plus extraordinaires. La pièce retint son souffle. Elle échangerait son identité avec celle de sa femme de chambre, Verity Lake. Le portraitait, commandé non pour préserver la beauté de Lady Margaret, mais pour immortaliser Verity à sa place, était la clé. Hastings faillit laisser tomber son carnet. Mais pourquoi Poirot? Quel était le but? Disparaître, mon ami. Poirot écarta les bras. Lady Margaret voulait fuir la société, libre enfin de suivre ses propres désirs, tandis que Verity, se faisant passer pour elle, hériterait de la richesse, du statut, de la sécurité dont elle n'avait jamais osé rêver. Un souffle d'horreur s'échappa des lèvres de Béatrice. « Aberrant. Pas tant que ça, » répondit Poirot. Dans l'intimité de leur monde, elles auraient pu passer pour des sœurs, un peu de peinture, un peu de théâtre, l'art du déguisement. Le seul témoin nécessaire à cet échange invisible, c'était l'artiste qui peignit le visage de Verity sous le nom de Lady Margaret. « Mais pourquoi ne l'ont-elles pas fait ?» demandai-je. Le sourire de Poirot se fit plus intime. « Parce que l'amour, mon cher Hastings, vient ruiner les plans les mieux établis. Lady Margaret est tombée amoureuse, non pas de la liberté, mais de quelqu'un, ici. Et alors, elle abandonna le projet, laissant Verity trahie, humiliée et rejetée. Le visage de Verity était devenu de pierre. « Vous êtes revenu, n'est-ce pas ?» La voix de Poirot s'adoucit. « Non pas pour vous venger, non. Pour obtenir une preuve, pour récupérer ce qu'on vous avait promis. » Et là, le cœur du scandale était mis à nu. Tous les regards se posèrent sur Verity, assise comme si sa chaise seule l'empêchait de s'effondrer. Ses mains, serrées sur ses genoux, avaient les jointures aussi blanches que l'os poli. La voix de Poirot se fit plus douce encore. « Vous êtes venu récupérer ce que vous estimiez vous appartenir de droit, la preuve de votre rôle dans le plan de Lady Margaret. » La gorge de Verity se noua, mais aucun son n'en sortit. La lettre était là, cachée derrière le cadre du portrait. Vous l'avez trouvée, mais vous saviez aussi que si elle était révélée, la vérité ne ferait aucun doute. Lady Margaret avait voulu vous donner sa vie,
mais elle vous avait abandonné. Les épaules de Verity tremblaient. Elle me l'avait promis. Et puis, poursuivit Poirot doucement, la peur est venue. La peur que les Redcliffe ne vous voient pas comme une femme trahie, mais comme une criminelle, une usurpatrice, une femme qui avait conspiré pour commettre une fraude sur l'identité et l'héritage. Je voulais seulement ce qu'elle me devait, murmura Verity. Alors vous avez tout brûlé. Poirot désigna la toile calcinée. La lettre, le portrait, les preuves du complot. Vous ne vouliez que détruire le passé, mais ce faisant, vous lui avez donné une voix. Les yeux de Verity se remplirent de larmes. Je l'ai vu, le visage dans les flammes. Mais oui, dit Poirot doucement, vous avez vu votre propre visage, peint il y a longtemps, révélé par les flammes qui décollènent les années. Verity eut un rire brisé. Le fantôme, c'était moi. Le fantôme, reprit Poirot, était la femme que vous étiez destinée à devenir, mais que vous n'avez jamais été. La pièce se tut. Verity s'effondra, les mains sur le visage, tandis que Poirot se tourna vers moi avec un faible sourire. « Vous voyez, mon ami, dit-il à voix basse, les fantômes les plus dangereux ne viennent pas d'au-delà de la tombe. Ce sont ceux qui respirent encore. » Pendant un long moment, après cette révélation finale, personne ne parla. Le poids de la vérité flottait dans l'air, comme un brouillard épais, étouffant la pensée et la parole. Verity Lake était figée, les poings tremblants, le regard perdu quelque part au-delà de la pièce, peut-être tourné vers le passé ou vers la ruine de son propre reflet. Poirot, maître du tempo, resta silencieux. Il attendait simplement, jusqu'à ce que le silence devienne insupportable. Pour Verity elle-même. « C'est vrai, dit-elle enfin, la voix rauque. C'est moi qui ai brûlé le tableau. » Ces mots me surprirent, plus qu'ils n'auraient dû, malgré le fil que Poirot avait si magistralement déroulé. Il n'y avait ni déni, ni esquive rusée. La défiance qui vibrait dans sa voix, plutôt avait disparu, remplacée par une lassitude creuse. « Je voulais détruire le passé, » continua-t-elle, les mots jaillissant par à coups. Ce portrait, ce visage, il me hantait chaque jour. Ce n'était pas qu'une peinture, c'était la preuve du mensonge que nous avions vécu toutes les deux. Lady Margaret m'avait promis sa vie. Et quand elle a changé d'avis, quand elle a épousé cet homme et refermé la porte derrière elle, je suis devenu rien. Ses mains s'ouvrirent, les doigts écartés comme pour tenter d'attraper les cendres d'un avenir volé. Vous savez ce que ça fait, de devenir un fantôme dans sa propre peau, d'avoir son visage peint dans l'histoire, mais son nom effacé? Personne ne répondit. Une telle douleur, brute et nue, échappait aux réponses polies. L'incendie, murmura-t-elle, n'était pas prévu, pas vraiment. Je voulais juste prendre la lettre, récupérer un lambeau de ce qui m'était dû. Mais quand j'ai vu ce visage, le visage que j'aurais dû porter, c'était comme si quelque chose en moi s'était brisé. Les larmes coulaient le long de ses joues, ignorées. J'ai allumé l'allumette parce que je voulais l'effacer, comme elle m'avait effacé. Mais ce n'est pas son visage qui a brûlé, c'est le mien. Poirot fit un pas en avant, sa voix douce mais ferme. « Mademoiselle, la vengeance, c'est un vin des plus amers. On le goûte, croyant qu'il apportera satisfaction, mais tout ce qu'il laisse, c'est le goût de cendre. » Verity eut un rire amer, les larmes continuant de couler. Des cendres, c'est tout ce que j'ai jamais eu. La confession resta suspendue dans l'air, et même moi, qui avais vu Poirot orchestrer d'innombrables révélations, me trouvais sans voix. La pièce semblait fragile, comme si un mot de travers pouvait la briser entièrement. Ce fut, bien sûr, Poirot qui brisa le silence, calme, posé, et comme toujours, un pas en avance. « Et donc, dit-il doucement, vous comprenez pourquoi j'ai pris quelques précautions.
Je clignai des yeux. Des précautions. Mais oui, Hastings, voyez-vous, je soupçonnais que notre mademoiselle ici présente pourrait être tentée de fuir avant la chute du rideau. Je me tournai vers Verity, qui se raidit sur sa chaise. « Je ne serais pas partie, » murmura-t-elle, mais ses yeux la trahissaient. Poirot sourit, ce petit sourire, satisfait et agaçant, qu'il arborait quand tout allait selon ses plans. Néanmoins, j'ai jugé sage de m'assurer que toutes les sorties étaient scellées. Le portail arrière, verrouillé. L'entrée des domestiques, condamnée. Même le sentier latéral à travers le verger, surveillé par notre zélé agent de police du village. Les mains de Verity se refermèrent sur ses genoux. « Vous aviez tout prévu. » « Prévu ?» Poirot leva un doigt. « Non, mademoiselle, j'ai simplement anticipé. Voyez-vous, la nature humaine, elle est très prévisible. » Il se tourna vers moi avec une lueur familière dans les yeux. « Les gens ne changent pas, mon ami. Lorsqu'on est pris, il n'y a que deux réactions, avouer ou fuir. Et puisque toute l'histoire de mademoiselle est celle d'une fuite constante devant la vérité, j'ai pris la liberté de faire en sorte que la vérité soit le seul endroit vers lequel elle pouvait encore courir. » Verity s'effondra, vaincue non seulement par la prévoyance de Poirot, mais par sa propre fatigue. « Mon ami, » dit Poirot en se tournant vers moi avec panache, « quand on connaît le cœur, on connaît le crime, et voilà. » Nous étions de retour dans la bibliothèque, le feu crépitant doucement, tandis que le poids de la soirée s'installait. Les suspects s'étaient dispersés, certains pour panser leur orgueil blessé, d'autres pour méditer les illusions brisées de leur passé. Seuls restions-nous, Poirot et moi, et comme toujours, venait le moment des enseignements. Je m'assis sur l'accoudoir d'un fauteuil, carnet en main, et dis « Je dois l'admettre, Poirot, c'était l'une de vos affaires les plus embrouillées. » Poirot, qui retaillait un fil récalcitrant sur sa manche parfaitement repassée, haussa un sourcil. « Embrouillée, mon ami ? » ?»« Non, non, elle était, comment dire, à multiples couches. » Je ricanais. « C'est une façon de le dire, mais je ne comprends toujours pas comment vous avez reconstitué tout ça aussi vite. » Poirot poussa un soupir, digne d'un professeur fatigué par son élève le plus borné. Hastings, dès le tout début, il y avait 3 indices clés, chacun une petite fenêtre ouverte sur la vérité. Poirot leva un doigt. Premièrement, le parfum de cette huile exotique imprégnée dans les restes calcinés du portrait. Ce n'était pas un simple accélérant, mais une substance liée directement au traitement médical de Lady Margaret, fourni par le docteur Grayson. Il leva un deuxième doigt. Deuxièmement, le visage fantomatique aperçu dans les flammes. Ce visage, mon ami, n'était pas une apparition spectrale, mais une réémergence. Le visage dissimulé sous la peinture. Et troisièmement, ajouta Poirot, la découverte de ce portrait en double, caché dans le grenier. Pourquoi peindre une seconde version d'un tableau déjà censé immortaliser l'original? Je fronçai les sourcils. Mais tous ces indices ne prouvent qu'une chose, qu'il y a eu dissimulation. Ah, fit Poirot en agitant triomphalement son doigt. Mais si vous vous demandez à qui profite le fait de cacher l'identité originelle du modèle, alors l'histoire commence à prendre forme. Verity Lake n'était pas simplement la femme de chambre. Elle était, depuis le début, la femme du portrait. Il s'adossa, joignant les doigts. Chaque indice, mon ami, était une miette de pain menant à la même vérité. Le portrait de Lady Margaret n'était qu'un masque, le masque d'une immense tromperie née d'un désir de liberté et achevée dans les cendres. Poirot se leva, traversa la pièce et sortit un petit carnet relié en cuir, le registre de l'artiste retrouvé dans la galerie de Julian Marsh. Il l'ouvrit avec une révérence quasi religieuse.
Observez, Hastings, dit-il en désignant une entrée soigneusement datée, le jour où le portrait fut commandé. Le nom inscrit ici, le voyez-vous? Je me penchai, m'attendant à lire Lady Margaret. Mais ce que je vis à la place, ce fut Verity Lake. Bon sang, m'écriai-je, c'était elle depuis le début. Exactement, répondit Poirot doucement. Le plan n'a jamais été de peindre Lady Margaret. Il s'agissait de peindre Verity en Lady Margaret. L'artiste, un homme discret et spécialisé dans, disons, des commandes peu conventionnelles, avait reçu pour instruction de capturer le visage de Verity, paré de la robe, des bijoux et de la prestance de Lady Margaret. Mais pourquoi cacher le registre? Demandai-je. Parce que, mon ami, dit Poirot, les yeux pétillants, ce registre était le dernier lien intact entre Verity et le pacte secret de Lady Margaret. Si quelqu'un remontait la piste, toute cette fragile illusion s'effondrerait comme un château de cartes. Il referma doucement le carnet. Ainsi, quand Verity est revenue réclamer son héritage fantôme, elle devait s'assurer que ce petit livre disparaîtrait. Je secouai la tête, incrédule. Quelle histoire tordue! Ah, mon ami, répondit Poirot avec un sourire, la vie est toujours plus tordue que la fiction. Nous quittâmes Redcliffe dès le lendemain matin, la brume glissant sur les terres comme un linceul de disgrâce silencieuse. Poirot, impeccable jusque dans sa tenue de voyage, marchait devant moi, les mains jointes dans le dos. « Tu sais, Poirot, dis-je, toute cette affaire, les portraits échangés, les fausses prémonitions, c'était un peu théâtral, non ?» Poirot eut un sourire malicieux. « Mais oui, mon ami. Et pourquoi pas? La vie n'est-elle pas un théâtre où nous ne sommes tous que des acteurs sur scène ?» Je ris. « Tu cites Shakespeare, maintenant? » Non, mon ami, je cite Hercule Poirot. Arrivés au portail, je m'arrêtai pour jeter un dernier regard à la maison. Et Verity Lake, que lui arrivera-t-il? Le sourire de Poirot s'effaça légèrement. Ça, Hastings, c'est une affaire pour la justice et pour sa propre conscience. Nous montâmes dans la voiture qui nous attendait, et Poirot s'installa avec satisfaction. Mais je dirais ceci, rares sont les fantômes qui ont la chance d'écrire leur propre fin. Sur ces mots, il ferma les yeux, me laissant me demander, une fois de plus, si Poirot résolvait les crimes pour la justice ou simplement pour son amour du théâtre. Alors que le rideau tombe sur cette affaire faite de tromperies, d'identités confondues et de secrets longtemps enfouis, Hercule Poirot prouve encore une fois que son arme la plus puissante ne se trouve ni dans un laboratoire, ni dans un rapport de police, mais dans sa compréhension du cœur humain. À travers chaque rebondissement, chaque fausse piste, Poirot n'a pas couru après des fantômes, ni cru aux visions. Il a su, dès le départ, quand les gens mentent, ils laissent d'âme derrière eux des empreintes minuscules de vérité. Dans une voix tremblante, un registre oublié ou un visage caché sous des couches de peinture. Car dans le monde de Poirot, la vérité finit toujours par émerger, peu importe la finesse du mensonge. Et ce n'est pas seulement le crime que Poirot résout, c'est le mystère de la nature humaine elle-même. Hastings, secouant la tête en quittant Redcliffe, résuma les choses à sa manière. « Tu sais, Poirot, avec tout ce théâtre, on dirait que le vrai fantôme, au final, c'était juste la vérité qui refusait de rester enterrée. » Ce à quoi Poirot, l'œil brillant, répondit « Mais oui, mon ami, dans le théâtre de la vie, c'est toujours le dernier acte qui révèle la vérité. Et maintenant, chers spectateurs, selon vous, quel fut l'indice le plus important qui permit à Poirot de découvrir la vérité? Était-ce le parfum de l'huile exotique, le visage dans les flammes, ou autre chose encore?
Donnez-nous votre théorie dans les commentaires. Nous serions ravis de voir vos talents de détective à l'œuvre. Si vous avez apprécié cette enquête de l'inimitable Hercule Poirot, cliquez sur « J'aime » pour soutenir la fiction policière intemporelle. Partagez-la avec vos amis amateurs de mystère. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle affaire palpitante du monde de Poirot. D'autres intrigues brillantes, des coupables rusés et des déductions éclatantes vous attendent très bientôt. Merci mes amis, et souvenez-vous, dans le monde de Poirot, chaque détail compte.